Bonjour tout le monde, toujours avec la partie électrostatique, mais aujourd'hui on va parler d'une grandeur vectorielle appelée champ électrostatique. C'est quoi le champ électrostatique? Ses caractéristiques, son expression, etc. Ce qu'on va voir dans cette partie. On commence par l'énoncé d'une loi appelée la loi de Coulomb. Pour cela, on va supposer deux charges ponctuelles. La première charge, c'est Q1, placée en P1, et la deuxième charge, Q2, placée en P2. La distance entre les deux, on va la noter R, et ER, c'est le vecteur unitaire qui commence à partir de P1 vers P2. Alors, la loi de Coulomb, capable de faire quoi? Capable de donner l'expression de la force appliquée par une charge sur une autre. Par exemple, la force appliquée par Q1 sur Q2. Elle est donnée par cette relation. Ou bien d'une façon simplifiée, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q1 fois Q2 sur R au carré suivant ER. Avec R, c'est la distance qui sépare P1 et P2. Et ER, c'est le vecteur unitaire défini par cette relation. Et finalement, epsilon 0, c'est une constante fondamentale appelée la permittivité. Alors, on va essayer de chercher l'expression de champ électrostatique créée par une charge ponctuelle Q. Pour cela, on va considérer une charge Q placée en O et une charge Q' placée en M. Et Q', c'est une charge test. Ça veut dire quoi une charge test? Une charge, on va placer seulement provisoirement au point 1 pour savoir l'effet de Q. Et après, bien sûr, on va éliminer. Alors, avec cette situation, je peux utiliser la loi de Coulomb pour écrire l'expression de la force appliquée par Q sur Q', et donnée par cette relation. Et qu'est-ce qu'on va faire à cette force? On va la diviser sur Q'. Ça va donner une expression qui ne dépend pas de Q'. Cette quantité dépend seulement de Q, la charge Q, et R, la distance qui sépare Q et le point M. C'est ce qu'on appelle le champ électrostatique créé au point M par la charge Q. Et sera noté E vecteur M égale à Q sur 4pi epsilon 0 R au carré suivant ER. Donc c'est le champ électrostatique créé au point M par la charge ponctuelle Q. Alors on passe maintenant à une distribution discrète. Ça veut dire quoi distribution discrète? Une distribution de charges qui contient des charges Q1, Q2 jusqu'à Qn, séparées. Et on peut utiliser le principe de superposition pour déterminer le champ total créé par toutes les charges. Parce que le champ électrostatique a une grandeur additive. Par exemple, la charge Q1, capable de créer un champ électrostatique, sera noté Q1 sur 4pi epsilon 0 R1 au carré suivant ER1 au point 1. La même chose pour les autres charges, pour la charge QI au point PI. Et après, on va faire la somme. Ce qu'on va voir ici, à travers cette relation, au point M, c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à N de EI. Avec EI, c'est le champ électrostatique créé par la charge QI, placée en PI, au point M. Et comme ça, on peut savoir le champ total créé par toutes les charges, par une sommation discrète. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Maintenant, on passe à une distribution continue des charges. Et le champ créé sera un champ élémentaire au départ dit de E, parce que la charge créée, qui est capable de créer ce champ, c'est une charge dit de Q élémentaire. Pour une distribution volumique, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un point P quelconque dans la distribution de charge.
Et on va entourer ce point P avec un volume élémentaire dit de temps. Ça va permettre de contenir une charge élémentaire dit de Q. Cette charge élémentaire dit de Q va créer un champ électrostatique élémentaire dit de E. Il est dirigé dans ce sens si on suppose que la charge est positive. Sinon, le champ sera dirigé dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce qu'on va ici? On va remplacer d de Q avec quoi? Avec ρ d de temps. Et qu'est-ce qu'on va faire pour savoir le champ global créé par cette distribution volumique? On va faire une sommation continue. L'intégration, c'est une sommation continue. Et exactement triple intégrale puisqu'il s'agit d'une distribution volumique. Alors, quels sont les changements s'il s'agit d'une distribution surfacique? Tout simplement, triple intégrale devient double parce qu'au lieu d'un volume, on travaille avec une surface. Et la charge d de Q sera sigma d de S parce qu'il s'agit d'une distribution surfacique. Et la charge, le point P, sera entouré dans ce cas avec une surface élémentaire d de S qui porte une charge d de Q égale à sigma d de S. Et au lieu bien sûr du triple intégral, il y a double intégral parce qu'il s'agit d'une surface. Et finalement, pour une distribution linéaire, c'est quoi le changement? C'est simple intégral parce qu'il s'agit d'une ligne chargée avec une densité lambda. Et la charge portée par d de L qui entoure P, c'est lambda d de L. Donc voilà l'expression de champ électrostatique dans les différentes distributions. Bien sûr, si on a par exemple le volume, la surface ou bien la ligne chargée d'une façon uniforme, vous pouvez faire sortir ρ, sigma et lambda. Alors, je passe à l'invariance. L'invariance, pour mieux maîtriser l'invariance, on va prendre un cylindre. Un cylindre chargé d'une façon uniforme pour simplifier au départ. Et si on fait une rotation de ce cylindre autour de son axe OZ, on ne va pas détecter une différence. C'est-à-dire soit dans cette situation ou après une rotation avec pi sur 4, pi sur 3 ou bien P, on voit la même chose. Donc on dit que il y a invariance par rotation. Même avec la rotation de notre cylindre autour de l'axe OZ, le système reste invariant. Donc automatiquement, le champ électrostatique créé en un point M est un champ qui ne dépend pas de l'angle qui caractérise cette rotation. Par exemple, si on choisit les coordonnées cylindriques R, θ, Z, donc θ, on peut l'éliminer de l'expression de champ électrostatique. Donc le champ ne dépendra pas de l'angle qui mesure cette rotation. Deuxième invariance, c'est l'invariance par translation. C'est-à-dire on suppose un fil, un cylindre, peu importe, infini. Que signifie infini, suivant OZ? C'est-à-dire il est très lent, suivant OZ, par rapport à la distance d'observation. Je suis devant un bâtiment, il est infini pour moi. Mais attention, si on est loin, le bâtiment va devenir comme un point, comme une charge ponctuelle. Donc ici, que signifie le système et la distribution est infinie suivant OZ? Ça veut dire qu'on travaille au voisinage. La distance d'observation est une distance très petite devant la hauteur, par exemple, de notre cylindre. Alors, même avec une translation suivant OZ, on peut faire translation de 1 ou bien translation de notre distribution. Alors, je suis dans cette position, je vois le système, je fais une translation, je vois la même chose puisque le système il est infini suivant OZ. Alors, on dit qu'il y a invariance par translation. Et je peux éliminer la variable dz dans l'expression de champ électrostatique. C'est-à-dire le champ électrostatique ne dépendra pas de la variable associée à cet axe. Et le champ électrostatique dépend dès le départ, avant d'avancer, dépend seulement de x ou y. Je peux dire qu'il est indépendant de z. Alors je passe à autre chose très importante aussi, c'est la symétrie. Exactement un plan de symétrie. C'est quoi un plan de symétrie? P, c'est un plan de symétrie. Pourquoi? Parce que si je fais un point P quelconque ici, on va l'entourer avec un volume élémentaire, ça permet d'avoir une charge élémentaire d de Q.
À sens symétrie mathématique, P', il y a une charge d de Q' qui est égale à d de Q. Il y a égalité au niveau des charges. Dans ce cas, on dit que P, c'est un plan de symétrie. Si on suppose que d de Q est positif, comme ça, on va voir le champ électrostatique dans ce sens. Sinon, le champ électrostatique sera dans l'autre sens. Alors, à partir de point P, il y a d de Q qui va être capable de créer un champ électrostatique d de EP. De même pour d de Q qui se trouve au point P', capable de créer un champ électrostatique, sera noté DEP'. Les deux sont identiques au niveau de module, parce que la distance PM est la même. Et en plus, la charge est la même. Donc si on fait la somme des deux, ça va donner une résultante qui appartient au plan de symétrie. Pour cela, on dit, comme conclusion, comme propriété très importante, le champ électrostatique appartient au plan de symétrie. Mais attention, M ici, c'est un point M qui se trouve sur le plan de symétrie. Alors, je passe à un autre plan aussi, c'est le plan antisymétrique. C'est quoi un plan antisymétrique P'? C'est-à-dire, c'est presque la même chose. La seule chose qui change, c'est ici J d de Q, ici J d de Q' qui est égal à moins d de Q. C'est-à-dire, les deux charges sont opposées. Et comme ça, ici, on va garder la même représentation. Et ici, puisque la charge, si on suppose d de Q est positive, alors moins d de Q, c'est négatif. Donc, le champ électrostatique sera dans le sens opposé. Et lorsqu'on fait la somme, ça va donner, la résultante sera suivant cette direction qui est perpendiculaire au plan de symétrique, antisymétrique. Pardon. Donc, comme ça, on dit finalement comme conclusion, le champ électrostatique est perpendiculaire à un plan d'antisymétrie. Alors, je passe à la symétrie forte. Et la symétrie forte, il y a la première chose, c'est la symétrie cylindrique. Je prends un cylindre infini. Que signifie un cylindre infini? Très long par rapport à la distance d'observation. L'observateur se trouve ici, l'instrument de mesure se trouve au point 1. Donc le cylindre est très long par rapport à la distance d'observation, donc je peux considérer le cylindre comme infini. Et on suppose qu'il est chargé, par exemple, en volume ou là, en surface, avec une densité uniforme pour simplifier. Alors, je cherche les plans de symétrie. La première chose, c'est deux plans contenant l'axe OZ va diviser le cylindre sur deux parties identiques, donc c'est un plan de symétrie. Par exemple, le plan UR-UZ, c'est un plan de symétrie parce que capable de diviser le cylindre sur deux. Bon, vous savez qu'il y a une infinité de plans de symétrie, mais on va prendre seulement les plans de symétrie qui contiennent le point M. Par exemple, le premier plan, UR-UZ. Un deuxième plan, puisque le cylindre, c'est un cylindre infini, on peut la diviser perpendiculairement par un plan qui contient le point M. Ça va donner deux parties identiques. Partie supérieure et partie inférieure, ce sont deux parties identiques. Donc, le plan qui contient M est perpendiculaire à l'axe OZ, c'est un plan de symétrie aussi. C'est exactement le plan UR-Eθ. Et vous savez que le champ électrostatique appartient à un plan de symétrie. Donc, notre champ doit appartient au plan UZ-UR et le plan Uθ-UR, donc automatiquement appartient à l'intersection des deux. Pour cela, on dit que le champ électrostatique il est dirigé suivant un vecteur ER. Ici, j'ai mis ER, mais le schéma ER, c'est la même chose. Autre chose, au point M, le champ électrostatique généralement dépend de R et θ et Z. Je peux éliminer θ. Comment? Parce qu'il y a une invariance par rotation autour de l'axe OZ. Même avec une rotation de notre cylindre autour de l'axe OZ, le champ électrostatique reste invariant. Donc, comme ça, je peux éliminer θ de notre variable. De même, le cylindre est infini, suivant OZ. Donc, une translation de M, suivant OZ, ne change pas le système, ne change pas le champ électrostatique. Pour cela, on va éliminer la variable Z. Et on va garder seulement la variable R. Bien sûr, si tu changes R,
tu seras proche ou bien loin de notre cylindre, donc le champ électrostatique va changer. Donc, notre champ électrostatique qui était dépend de trois variables, et suivant trois directions, ER, Oθ, Z, devient dépend d'une seule variable, et suivant une seule direction. Donc on dit qu'il s'agit d'une symétrie forte ou bien symétrie suffisante. C'est la symétrie cylindrique. Elle est très utilisée après dans un théorème appelé théorème de Gauss. La deuxième symétrie forte ou bien suffisante, c'est la symétrie cylindrique. On va prendre un cylindre, une sphère chargée avec une densité ρ uniforme et on cherche le champ électrostatique au point M. Comme vous voyez ici, deux plans contenant l'axe ou bien le segment OM, c'est un plan de symétrie. Si on coupe le sphère avec un plan qui contient OM, ça va donner deux demi-sphères identiques. Donc, deux plans contenant OM, c'est un plan de symétrie. Et on sait que le champ électrostatique appartient à un plan de symétrie. Donc, pour que ce champ appartienne à tous les plans, doit être suivant OM. Donc, le champ électrostatique, il est suivant ER. Toujours, j'ai mis ici UR ici ER. C'est la même chose. Et le champ électrostatique devient suivant une seule direction. Autre chose, une rotation autour de phi ou bien autour de θ, c'est-à-dire si on change θ ou phi, une rotation de notre sphère, le système reste invariant. L'observateur qui se trouve au point M va voir la même chose. L'instrument de mesure qui se trouve au point M va mesurer la même chose. Donc, je peux éliminer θ et phi puisque le système est invariant par rotation par θ et phi. Et je garde seulement la variable R. Bien sûr, si on change R, c'est-à-dire si on est loin ou très proche à notre sphère, le champ électrostatique va changer. Donc, on dit que le champ électrostatique dépend seulement d'une seule variable et suivant une seule direction, on dit qu'il s'agit d'une symétrie forte. La dernière symétrie forte, c'est la symétrie unidimensionnelle. On va prendre un plan infini. Lorsqu'on dit un plan infini, c'est-à-dire la distance OM est très petite devant la taille de notre plan chargé. Chargé bien sûr ici avec une densité surface x sigma qu'on va supposer uniforme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Le champ électrostatique qui dépend généralement de x au point M. Il dépend de x, y ou z. On va éliminer x, y, pourquoi? Parce que une translation suivant x ou suivant y, le système invariant. C'est-à-dire si un observateur se trouve ici, même avec une translation suivant x ou bien suivant y, il va toujours observer un plan infini. Donc on dit qu'il y a invariance par translation suivant x et suivant y. Et je peux éliminer x et y et je garde que z. Autre chose, deux plans contenant l'axe OZ, c'est un plan de symétrie. C'est-à-dire si on prend UX, UZ, c'est un plan de symétrie parce qu'il va diviser le plan infini à deux parties identiques. La même chose, le plan UY, UZ, c'est un plan de symétrie qui va diviser le plan infini à deux parties identiques. Et comme ça, pour que le champ électrostatique appartienne le premier plan et deuxième plan, doit être appartient à l'intersection des deux, c'est la direction EZ. Donc voilà, le champ électrique avant il dépend de trois variables, suivant trois directions, il devient dépend d'une seule variable et suivant une seule direction. Donc on dit qu'il s'agit de la symétrie forte. Donc généralement, on s'intéresse par les distributions de charges qui réalisent la symétrie forte. Voilà, c'est la fin de cette partie. Merci de votre attention et bon courage.